Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, un port de Celticos un petit peu particulier puisque nous sommes sur le serveur test et que nous sommes dans le nouveau port qui va être bientôt implémenté. Alors au moment où je fais cette vidéo, nous en sommes encore à la 7.4 et cette mise à jour qui devrait s'appeler 7.5, à moins que ce soit 7.4.1, mais je pense plutôt que ce sera 7.5, devrait être implémenté dans le jeu soit aux alentours du 20 ou du 27 avril, parce que c'est généralement le jeudi, donc jeudi 20 ou 27. Alors, nous sommes dans le port de Kronstadt, donc je vous montre, je vous fais un petit visuel de ce port avec des feux d'artifice magnifiques. Alors d'abord la question, où est Kronstadt? C'est une bonne question, je vous remercie de me la poser. Eh bien Kronstadt est tout simplement une petite île située dans la mer Baltique, au large de Saint-Pétersbourg. Et s'il y a des feux d'artifice, eh bien, si vous avez, et vous l'avez forcément, le port de Saint-Pétersbourg, il y a des feux d'artifice, et bien c'est en quelque sorte une sorte de rappel, une sorte de clin d'œil, puisque Saint-Pétersbourg est au large, sensiblement, à mon avis, enfin ça n'engage que moi, je dirais que c'est vers là-bas, tout au fond, au loin, à l'horizon. On ne voit pas, je vois pas d'autres bandes de terre, je vois pas de bande de terre au loin. Et Saint-Pétersbourg doit être au large. Kronstadt, c'est cet îlot avec cette petite ville. Et c'est un port qui a été développé. Alors, il a une particularité, il y a eu une révolte des marins ici, dans ce port, au moment de la révolution bolchevique. Et donc, je suppose que ceci explique cela. Ce port a une importance particulière, parce que c'est une sorte de port de défense avancé. On y voit un fortin, là, un terminal pétrolier ici, et la ville au loin. Donc ce port, là on voit un autre fortin, vous voyez quelques îlots qui sont là, placés, qui sont fortifiés, visiblement. Le petit phare qui va bien, un autre phare avec un autre îlot fortifié, et l'accès à la ville, ou l'accès au port véritable de plaisance de la ville, ou d'un port marchand, je ne sais pas. En tout cas, voilà pour le nouveau port que nous allons avoir très bientôt. Et voilà. Nous sommes maintenant sur le Lexington. Alors pourquoi je vous montre le Lexington? Tout simplement parce que, je ne le possède pas sur mon serveur normal, parce que je ne monte pas les porte-avions, ou alors j'y vais à pas menu, on va dire. C'est un porte-avions de tier 8, rang 8, américain. Et on va déjà voir sa capacité de survie. Alors là, je l'ai monté full. Je suppose que le Polon qui m'a fourni la vidéo qui viendra après, la bataille qui viendra après, doit être dans le même cas. En tout cas, j'espère. Sinon, c'est dommage. Point de structure 57 300. Un blindage allant de 6 à 178 mm. Protection contre les torpilles 16%, ce qui n'est pas terrible. Il a une défense arabe qui est assez copieuse, 51. Une maniabilité assez moyenne. C'est un navire qui va quand même à 33 nœuds, ce qui est bien. Rayon de courbe de giration 1180 mètres, c'est pas hors bord, c'est sûr. Basculement de gouvernail 15 secondes. Une assez bonne dissimulation, mais une portée de détectabilité par la mer de 17,5 km et par les airs de 15 km. Alors, nous allons voir maintenant les composantes. Ce porte-avions, lorsque vous l'obtenez au départ, vous avez une coque, vous avez une seule, de toute façon vous n'avez qu'une seule configuration. Un escadron de chasseurs, un escadron de bombardiers et 2 escadrons de bombardiers en piqué. L'escadron de bombardiers en torpilleurs, c'est 1. Et 2 escadrons de bombardiers en piqué. Là vous êtes en mode, effectivement, la possibilité d'avoir le mode manuel. Le Lexington, vous avez au départ une coque de 54 300 qui passe à 57 700 quand vous passez en coque B. Capacité du hangar 72 unités, ça n'a pas l'air de changer. Pareil pour les secondaires. Par contre, il semblerait que les installations secondaires
soit meilleur sur la coque A que sur la coque B. Mais ça demande à être confirmé par l'ami Polon, éventuellement dans un commentaire quand il commentera cette vidéo. En termes de chasseurs, on va regarder directement quels sont les chasseurs et les avions que vous avez lorsque vous montez totalement votre Lexington. Vous partez avec 2 Grumman, un chasseur, un torpilleur, plus 2 bombardiers en piqué qui sont des Douglas SBD-5. Lorsque vous grindez, vous allez perfectionner vos avions, vous allez avoir un Vought F4U1, que voilà, je vais mettre la photo à chaque fois de ces avions, le Grumman TBM-3, qui est le torpilleur, et le Curtiss SB2C. Alors il semblerait, vu l'âge, mais ça demande aussi d'être confirmé par Polon, qu'effectivement, pour vous monter 2 fois, c'est-à-dire votre équipage de bombardiers en piqué, qui est en HE, je rappelle, si vous voulez avoir les 2 bombardiers en piqué, il va falloir aller chercher de l'XP pour les 2 débloquer, ou alors débloquer d'un coup, mais avec assez d'XP. Sinon, vous allez vous retrouver avec un équipage de Douglas et un équipage de Curtiss, simplement. Voilà pour la présentation, sachant qu'en termes de consommables, bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Vous avez que l'anti-air défensive. En termes d'amélioration, ça, évidemment, j'ai rien mis. C'était juste pour la démonstration, pour vous présenter ce porte-avions. Maintenant, on va passer en bataille. C'est une bataille que Polon m'a fournie en m'expliquant que c'était une bataille assez sympa. Et c'est vrai qu'il a une opposition qui va être assez rugueuse. On va voir comment il va se débrouiller. A tout de suite en bataille. Et voilà, c'est parti. Alors, une très rapide tour du propriétaire avant. Polon, sur son Lexington, porte-avions tier 8 et dans une bataille tier 10. En d'autres termes, non seulement il doit gérer un Graf Zeppelin qui est considéré comme un des porte-avions les plus excessivement OP du jeu, mais il va falloir qu'il affronte des républiques, des Yamato, double Shima, Yueyang, sans compter 2 tiers 9 en termes d'un double Fletcher, donc tiers 9, et les Richelieu, tiers Pix, etc., etc. Alors, on va voir tout de suite que l'ami Polon, d'abord, ne reste pas les 2 pieds dans le même sabot. Hein, là, pour l'instant, on va suivre sa course. Vous voyez, tout de suite, il part, il frôle les fesses d'un Richelieu, ce qui est très désagréable et très discourtois pour le Richelieu. Il envoie son chasseur que l'on suit dans un premier temps. Alors, vous allez voir qu'il ne l'envoie pas très loin. Et il part pas comme il fait d'habitude du spot actif, on va dire. Justement parce qu'il craint les chasseurs du Graf Zeppelin. Là, il s'est aperçu qu'il y avait des torpilleurs du Graf Zeppelin et qu'il y avait des chasseurs et le bomber. Il a envoyé donc un gros pack. Visiblement, le porte-avions pose une question à Polon, le Graf Zeppelin, à savoir, est-ce que tu es prêt à lutter contre moi pour le point D? Ce qui fait que Polon, pendant qu'il est en train de jouer avec, on va le voir, hein, vous voyez, il attire le chasseur. Non, mais je veux bien jouer avec toi, mais si tu viens de battre au-dessus de l'Alabama avec moi. Alors, le Graf Zeppelin n'est quand même pas né de la première, de la dernière pluie en tout cas. Et pendant que Polon amuse le porte-avions ennemi, il envoie son bombardier spotter sur A, tout simplement. D'ailleurs, pas que le bombardier, parce que comme vous pouvez le constater, il y a aussi les torpilleurs qui sont pas loin. Donc on retourne voir, voilà, les bombardiers, et on descend, et voilà. Bombardier est à la recherche de prendre du spot, de l'information pour ses alliés. Et pendant ce temps, hop là, il y a ici un bombardier qui va sur le Yueyang. Et pourquoi il va sur le Yueyang et il réussit à mettre 2 trous au but? Tout simplement parce que le porte-avions ennemi fait tout le tour, essaie de contourner. Donc là, il ramène les chasseurs au-dessus du Richelieu. Tout le monde sait que le Richelieu a un excellent AA, donc y compris le Graf Zeppelin, qui le sait. Et pendant ce temps, ben voilà, 2 torpilleurs et un bombardier qui ne servent pas à grand-chose et qui ne font aucun spot pour l'ennemi. Tant mieux. Alors, hop, vite, on va voir ce qui se passe ici. Un République qui essaie de passer au centre. Il a face à lui un Rune et un Shenyang.
ce qui n'est pas forcément malin. Et pendant ce temps, eh bien, les torpilleurs de Polon vont chercher le Shimakaze qui est là. Et dans ces torpilles, le Shima qui a compris le risque s'en va. Et devrait éviter les torpilles, je pense. Oui, il va éviter les torpilles. Mais eh bien, il prend pas mal de dégâts. Donc les torpilles ne sont pas inutiles, mais elles ne sont pas actives. Alors pendant ce temps, le pauvre, tout en haut là-bas, eh bien, tout en haut, et il y a le Polon qui a réussi un stripe sur... voilà, oups, là il perd cher. Mais il a réussi à protéger, vous voyez, il dégage un certain nombre d'avions. Et avec l'aide du Richelieu, il met un peu la misère à l'escouade offensive du Graf Zeppelin. Et vite, vite, vite. Et voilà, 2 bombes qui ont touché le Shimakaze qui était là. On l'a loupé, on va la remettre cette scène. Voilà, donc, Polon, on revient. Donc cette scène, on voit que Polon, qui est en train d'amuser, on voit comment il gère pour attirer à lui des avions des avions ennemis. Et là, le bombardier, on va le suivre. On va le suivre parce que il est en train de gérer plusieurs attaques en même temps. On va regarder son bombardier, ce qu'il fait. Vous voyez, il tourne. Pendant ce temps, il est en train de commander les avions là-haut, hein, à l'autre bout de la map. Hein. Donc le bombardier tourne. Il cherche le Shimakaze. Il attend que le Shimakaze se bouge. À moins que ce ne soit l'autre Shimakaze. Donc là, il tourne, vous voyez, tout ça pendant qu'il est en train de se bagarrer là-haut avec le Richelieu, au-dessus du Richelieu. Et voilà, ça y est, il est revenu. On l'a pas vu parce que je ne lui laisse pas la main pour l'instant. Et poum. Un petit coup sur les dents du Shima. Rien d'exceptionnel, hein. Mais c'était pour vous montrer comment ça se passe dans la vie réelle d'un porte-avionneur. On retourne voir, parce que là, il faut être un peu partout. Je vous mets cette séquence parce que c'est vraiment ce qui se passe, a priori, chez Polon. Il est partout à la fois, il faut qu'il soit partout. C'est beaucoup plus crevant de jouer porte-avions que tout autre type de navire, y compris les DD. Donc là, il a laissé son bombardier ici pour essayer de prendre le spot du Shimakaze. Là, il le renvoie refaire ses réserves. Donc là, pour l'instant, on va voir où est les Polons. Tout en haut, bah oui. Donc là, on lui explique, il dit attention, il y a quelqu'un qui est là. Il a dit, effectivement, le République a été coulé, la République qui voulait passer au centre, mais il a entraîné avec lui le Rhône. Le Shenyang a fait une retraite intelligente, mais il empêche la sortie ici de celui qui a mis sa smoke. Alors, je ne sais pas si c'est la smoke du Shenyang ou si c'est la smoke d'un bandit, d'un pabo, d'un rouge. Appelez-le comme vous voulez. Polon, qui a l'anti-air premium sur son navire. Là, il réattire avec lui les chasseurs, et qui reviennent. De l'Alabama, ça c'est les chasseurs de l'Alabama. Polon a été obligé de reloader son chasseur, donc le chasseur est un petit peu loin. D'ailleurs, on reverra cette même scène un petit peu plus tard, la même taille que... Le Graf Zeppelin n'a vraiment été efficace que quand Polon envoyait ses chasseurs se refaire une santé. Là, il a réussi, il faudra qu'on revoie cette scène. Et là, le pauvre Shimakaze qui prend cher, mais uniquement, voilà. Il faudra vraiment qu'on voie cette scène. Il a coulé ici, voilà. Alors, il faudra qu'on remette cette scène. Et là, donc, Polon vient ici chercher
à prendre l'information, car il y a effectivement, on a vu la smoke se développer, ce que je n'ai pas vu quand j'ai commenté dans les conditions du direct. Donc Polon a parfaitement noté l'information, et il va descendre ici, pendant que son torpilleur descend ici, poser a priori son fameux coup de son coup en douce pendant que Seigneur reste là, vous voyez. Il empêche le DD ennemi. Alors, largage ou pas largage? Il tourne. Il tourne. Et pendant ce temps, il y a eu un coup de bombe, on le reverra en direct. Et voilà les torpilles qui sont lâchées. Et boum. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans une vie de porte-avionneur. On tourne, on continue. Là, il a tenté un strike qui apparemment n'a pas réussi. Par contre, maintenant, il est obligé de... Est-ce qu'il va quitter abandonner la bataille, ou est-ce qu'il va accepter de faire des dégâts? Pour l'instant, il prend cher. Vous voyez qu'il prend très très cher face aux chasseurs. Et là, il finit par abandonner la bataille. Mais c'est vraiment... Il a pris très très cher. Il a vraiment pris cher. Et là, il est obligé de refaire Il est obligé de refaire ses réserves, que ce soit en termes de torpilleurs ou de bombardiers. Et il y a déjà un autre bombardier qui est déjà reparti. Et visiblement, vu la course, il envisage de retourner sur D pour enquiquiner l'ennemi. Alors, j'ai été un peu vite, on va suivre le bombardier. Bombardier qui fait toujours du spot. Le pauvre Alabama est en train de se faire découper en morceaux par un Yueyang. Donc je suppose que Polon va essayer il va essayer de venger. Le Yamato a sorti l'Alabama. Donc il va essayer de venger. Il faut qu'il trouve le Yueyang. Pendant que son chasseur est en train de refaire ses forces. Alors il a choisi Yueyang, seul Shimakaze là. Voyons ce qu'il va faire. Oh, joli coup. 2 bombes sur un Shima avec un incendie à la clé. Donc là, on va vite. Il faut pas chômer quand on suit une partie en porte-avions. D'abord parce que, je ne suis pas un grand familier du porte-avions, donc il faut que je l'aille à peu près partout. Mais comme Polon fait, c'est lui l'acteur, on va pas se plaindre. On a déjà une belle bataille à se mettre sous la dent. Est-ce que le chasseur... Oui, chasseur serait utile, là. Il va ressortir du porte-avions. Alors ensuite, on va voir ce que vont faire les torpilleurs. Ils vont visiblement retourner sur les pedas. Et le chasseur, on le voit... Là, voilà, le chasseur qui quitte. Et malheureusement, il arrive. Vous voyez, c'est la deuxième fois que je vous l'avais dit, on allait revoir cette scène. À nouveau, le Graf Zeppelin fait des dégâts. Mais il fait des dégâts parce que les chasseurs de Polon sont au porte-avions en train de se reloader. Alors on retourne voir ce que va faire le torpilleur maintenant. Le voilà, le torpilleur, le Yueyang. Ou finir le Yueyang, je dirais, un joli coup. Là, ouais, bien joué, le Yueyang. S'en prend une, 2, voilà, joli coup. Le Shimakaze est en haut. Là, il a fait son job de tueur de DD. Alors maintenant, voyons ce que font les chasseurs pendant ce temps. Est-ce que les chasseurs sont à la poursuite du bombardier? Essayer de protéger le Xianyang, qui à mon avis, oui, il va pas faire long feu, le Xianyang. Il va pas faire long feu. Au moins on a l'info, on sait où est le Graf Zeppelin, le voilà. On va le voir de près. Ce porte-avions allemand qui
qui posait de très gros problèmes d'équilibrage à Wargaming. Et il semblerait qu'enfin ils voient le bout du tunnel. Le souci, c'est que il reste quand même extrêmement fumé en termes de précision, en termes de dégâts. Ça reste quand même un navire extrêmement pointu et redoutable à affronter pour les bons joueurs de porte-avions. Donc là, on va voir le bombardier. Oui, visiblement, il part à la poursuite, à la recherche du Shimakaze. On sait qu'il y a un Yamato qui est pas loin. Et le Yamato, le voilà. Pour l'instant, Polon, voilà, il a bien trouvé le Shimakaze, il n'était pas dans sa smoke. Et à nouveau une bombe au but. Il a réduit le Shimakaze à 4300 points. Et pendant ce temps, eh bien allez hop, on retourne voir les torpilleurs. Torpilleurs qui vont aller chercher le Shima ou le Yamato. La partie est très bien engagée, hein. Il n'y a pas vraiment de suspense. D'autant qu'il y a encore un bombardier qui prend son envol. Je pense que ça va être ou Shima ou Yamato, on va voir. En fait, je le sais, mais je vous mets ça parce que j'ai déjà vu la bataille. Il a bien fallu que je prenne mes repères. C'est les rares fois où je suis obligé de revoir la bataille plusieurs fois pour pouvoir la commenter en plusieurs petits morceaux, parce que c'est pas simple. Là, il prend un coup, je présume que c'est un Yamato. Vous voyez, là, il laisse son torpilleur. Là, il perd pas mal d'avions. Est-ce qu'il a fait exprès? Pourquoi il a fait une double attaque? Il attend. Et de nouveau, on lui tire dessus. Et là, il lance des bombes sur le Shimakaze. Et une torpille conjointement au Yamato qui lui casse le gouvernail. Et continue à se faire tirer dessus. C'est le Shimakaze qui lui tire dessus, je suppose, parce que les dégâts sont pas assez importants. Enfin, quoique, il a perdu la moitié de sa vie quand même. Ah, il y a peut-être les deux. Ils essayent de se défaire du Lexington, qui est quand même un sacré poison pour eux. Au moins qu'ils l'emportent. Là, le Yamato vire très sec. Ils ont besoin juste de sortir un navire pour quasiment en finir avec cette bataille. 48 000 de dégâts pour un Lexington qui était vraiment considéré comme le petit de service dans cette bataille. À la fois, tant au niveau... Alors, on entend l'alerte collision. Polon va se jeter dans le... Oui, il veut éviter qu'on lui tire dessus. Le Shimakaze qui envoie ses vagues de torpilles sur le Yamato vert et sur le Gering. C'est bien joué. Là, on a vu comment Polon pouvait effectivement jouer sur ses deux flancs, sur deux ailes. À la fois, c'est extrêmement compliqué à faire quand on est joueur de porte-avions. Il faudrait être tout à fait admiratif parce que je ne suis pas encore suffisamment doué pour faire ce genre de choses. Alors là, on analyse quand même la manœuvre du Yamato. Le Shimakaze il est encore là, ou il est quelque part dans ce smoke. Il est en train de caper. Le Yamato quitte le cap, lui. Mais bon, la bataille est perdue. Il va simplement chercher à peut-être finir le Yamato vert pour le ramer, peut-être. Le Yamato vert qui intelligemment se mit dans un endroit où le Yamato rouge ne peut pas le ramer et lui tirer dessus. Il laisse passer le temps. Encore 6 bombes au but. 6 bombes ont touché sur les Yamato qui brûlent. Les dégâts d'incendie, toujours bienvenus. Ça fait remonter un petit peu la cote de Polon en termes de dégâts. Il en a besoin, il a qu'à 485 000. On a vu que la bataille était extrêmement compliquée contre un grave Zeppelin. Gering, voilà, le Gering lance ses torpilles sur le Yamato. La bataille devrait être finie maintenant. Les écrans de bataille à présent, on va faire un petit point rapide. Alors c'est une victoire, on a vu dans quelles conditions. 2 frappes dévastatrices quand même, excusez du peu. 5 torpilles au but,
11, 11 bombes à la cible, là il faut le dire ça comme ça. Il a détruit 13 avions, ce qui est un petit tour de force compte tenu de l'adversité. C'est un Graf Zeppelin en face et selon Paulon, il est, je l'ai déjà dit dans la vidéo, il est extrêmement compliqué de venir à bout des chasseurs du Graf Zeppelin. 10 éléments neutralisés, 2 navires détruits, 6 incendies, 4 inondations, excusez du peu, et il a fait 100 000 de dégâts. Il finit donc largement premier, très très largement premier. Il est tiers 8 et il est dans une bataille de tiers 10. C'est un sacré tour de force. Mais en face, le Graf Zeppelin n'était pas un manchot non plus. Il finit deuxième, à égalité avec le... c'est assez étonnant d'ailleurs. Il finit premier à égalité avec le Kutuzov. C'est donc les tiers 8 qui ont tiré leur épingle du jeu dans cette bataille. Les tiers 10 sont un peu derrière, voire beaucoup derrière. Il a donc ces deux kills sont le Yueyang et le Fletcher. Il a quand même coulé donc 2 DD, ce qui est, selon Paulon, c'est un peu sa priorité. Quand il joue porte-avions, la première de ses cibles doit être les destroyer. Et on comprend pourquoi, d'ailleurs stratégiquement. Gros dégâts sur le Yamato, 61 000, 10 400 sur le Shimakaze. Il a bien failli se faire le Shimakaze aussi. Étonnant que le Shimakaze, je pensais pas que le Shima était aussi solide. 3000 sur le Fletcher et il a détruit 13 avions du Graf. Il l'a tanké pour 222 000, ce qui est bon, ouais, voilà, c'est 222 000, c'est beaucoup quand même pour un porte-avions. 61 000 de dégâts grâce à sa détection. Il a parcouru 43 km 60. Bon, il a détruit par les avions, donc il a fait 65 000 de dégâts, 31 000 à la bombe, et 33 500, c'est assez régulier, bien équilibré, à la torpille, sachant qu'il a fait 33 898, rien qu'à l'incendie quand même, hein, donc en plus des dégâts à la bombe à ajouter, ce qui est assez conséquent, on va dire. Voilà pour cette bataille, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé quelque chose d'un petit peu nouveau, enfin en tout cas pas assez fréquent à mes yeux. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire si vous appréciez cette manière de faire des vidéos. C'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus de travail, mais voilà quoi. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.